Merci à tous de nous rejoindre sur Africa 24, financière émérite. L'une de ses missions est d'être le porte-voix des femmes africaines. La directrice générale adjointe de Casablanca Finance City Authority s'exprime sur les enjeux de la finance verte et durable en Afrique et l'amélioration de la représentativité des femmes dans les hautes instances de décision en Afrique. Madame Lamia Merzouki, bienvenue sur ce plateau de Africa 24. Bonjour. Vous êtes la directrice générale adjointe de Casablanca Finance City. Quels sont les objectifs de l'institution et quel écosystème avez-vous pu mettre en place à CFC? Casablanca Finance City, c'est une initiative gouvernementale lancée en 2010 par les autorités marocaines et qui vise à faire de Casablanca un hub économique et financier dédié à l'Afrique. Nous avons été classés première place financière africaine depuis plus de 6 ans par le Global Financial Centers Index, qui est donc le GFCI et l'indice qui classe les centres financiers dans le monde. Aujourd'hui, en fait, notre objectif est double. Il est à la fois d'attirer les investisseurs internationaux et de les flécher vers le continent, et également de mettre en place un écosystème dédié avec un cadre et des conditions cadres qui soient favorables pour que les entreprises puissent choisir Casablanca comme un hub vers le continent. Alors l'écosystème qu'on a mis en place, il est assez divers, à la fois en termes d'origine géographique et de secteur. Nous avons à la fois des sièges régionaux de multinationales, des entreprises financières, des prestataires de services. Nous avons des grands noms comme le BCG, McKinsey. Nous avons également ce qu'on appelle le Magic Circle, qui est donc en fait tous les grands cabinets d'avocats comme Clifford Chance, comme Baker McKenzie ou autres. Nous avons des sièges régionaux comme Orange ou Accor ou encore Huawei qui utilisent aujourd'hui Casablanca comme un hub pour adresser le continent, et également des fonds d'investissement comme le fonds Africa 50, des banques comme Bank of China. Donc vous voyez que notre communauté est très large et aujourd'hui, à travers toute cette diversité, en fait, on a un véritable concentré d'intelligence collective avec les bons réseaux, les bons savoir-faire, la bonne connaissance terrain, grâce donc à la présence de toutes ces entreprises ici à Casablanca. Selon les experts, l'Afrique ne représente que 4% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Pourtant, le continent ne recueille que moins de 5% des flux financiers internationaux verts et durables. Comment Casablanca Finance City s'implique dans la question de la transition climatique? Oui, vous avez raison, l'Afrique représente un peu le maillon faible dans la finance verte internationale. Paradoxalement, c'est le continent qui peut vraiment faire ce saut qualitatif, donc ce leapfrog, pour investir directement dans le développement durable. Mais aujourd'hui, malheureusement, on n'accueille moins que 5% de la finance verte internationale. Alors, pour Casablanca Finance City, la finance durable est un axe de positionnement majeur. Nous sommes d'ailleurs membres fondateurs du réseau des centres financiers verts, qui est piloté par les Nations Unies et dont l'objectif est de verdir les systèmes financiers mondiaux. Ce réseau, en fait, a été fondé en 2017 par la présidence du G7. Il représente plus de 80% des marchés financiers internationaux. Et il a été lancé en terre africaine, à Casablanca, avec la signature de la Casablanca Declaration. Et pour nous, cet engagement se matérialise également à travers l'attraction d'entreprises qui travaillent dans le développement durable. Je pourrais citer, comme, à titre d'exemple, Infraco Africa, qui est en fait le bras armé, on va dire, le bras d'investissement et de développement du groupe PIDG, Private Investment Development Group, et qui ne fait que de l'infrastructure durable à l'échelle du continent. Ils sont présents dans plusieurs pays, au Sénégal, en Mauritanie, au Kenya et au Zimbabwe notamment. L'Afrique est sans conteste un continent d'opportunités. Pourtant, l'économie des pays africains reste en deçà des attentes des potentiels investisseurs. Quelles relations entretenez-vous avec les autres pays africains? En effet, l'Afrique est un continent fragmenté, avec des cadres légaux et réglementaires différents, des économies de petite taille. Et du coup, le chemin critique de l'investisseur est très compliqué. Et donc nous, on a développé ce que nous appelons les partenariats sud-sud. C'est un peu la coopération africaine de Casa Finance City. Nous avons signé des accords avec une vingtaine de pays africains, avec en fait les agences d'investissement et de promotion, les agences de promotion des investissements africaines. Et l'objectif de ces partenariats, il est de mettre en valeur les opportunités
qu'il y a dans les différents pays africains, mais c'est également de faciliter le chemin critique de l'investisseur. Et donc, nous sommes convaincus que nous, tout seuls, on ne va pas y arriver. Il faut qu'on adopte en fait une approche de co-développement et de co-émergence de notre continent. Il n'y a que comme cela qu'on va pouvoir réaliser le plein potentiel du continent africain. Pourquoi? Parce qu'on ne bip pas dans les radars des investisseurs internationaux quand on prend les pays séparément. Et donc c'est vraiment important pour pouvoir attirer plus d'investisseurs, de pouvoir travailler ensemble. Vous êtes intervenu dans un panel qui a traité de sujets relatifs au développement durable lors des travaux de l'African Investment Forum. Quelle synthèse pouvez-vous faire des infrastructures vertes et durables en Afrique? Oui, en fait, il y a beaucoup de choses à dire. J'étais sur le panel Climate Resilient Infrastructure. Alors, en même temps, il y a d'énormes opportunités parce que, comme je disais tout à l'heure, l'Afrique est le continent qui peut faire ce saut qualitatif et investir directement dans des infrastructures durables parce que tout est à faire encore en Afrique. Et en même temps, il y a d'énormes challenges. Le premier challenge, c'est celui du problème de capacity, capacity building, donc renforcement de capacité des gouvernements donc toute la partie cadre légal et réglementaire. Et du coup, celui-ci, en fait, cette problématique de cadre légal réglementaire qui n'est pas forcément favorable pour attirer les investisseurs, induit un autre challenge qui est comment on peut attirer notamment le secteur privé, enfin en tout cas des investisseurs, notamment du secteur privé, à venir investir dans des infrastructures at a very early stage, donc vraiment au tout premier, dans les premières étapes du développement de ces infrastructures. C'est une vraie question complexe à traiter. On a vu quelques opérateurs vouloir en fait, on va dire s'aventurer et prendre le risque, mais c'est pas évident. Il y a beaucoup de challenges et pour nous, en fait, l'une des solutions serait évidemment cette zone de libre-échange intercontinental qui pourrait faire qu'on pourrait travailler plus en synergie. Il y a également aujourd'hui le fait que les centres financiers peuvent jouer un rôle de facilitateur pour justement recevoir ces investisseurs. Et donc, comme je disais tout à l'heure, nous, par exemple, dans le cadre de UNDP FC4S, donc le réseau des centres financiers verts, nous avons travaillé pour accompagner des villes à créer leurs propres centres financiers. Ça a été le cas de Lagos, par exemple, qui a lancé ce qu'on appelle le FC4S Lagos. Casablanca Finance City abrite le siège social du Fonds Africa 50. Quel cadre stratégique avez-vous pu développer à ce jour? Effectivement, on a l'honneur d'abriter, enfin de domicilier le Fonds Africa 50 à Casablanca, qui est donc le fonds qui a été lancé par la BAD, la Banque africaine de développement, et dont l'objectif est de développer, d'accélérer même le développement des infrastructures en Afrique. Son objectif est de lever à terme 100 milliards de dollars sur les marchés internationaux. Alors, en général, pour bâtir ce cadre légal et réglementaire et même fiscal pour attirer en fait ces entreprises internationales et évidemment des entreprises même panafricaines, on a essayé de comprendre ce qui était important pour ces investisseurs ou même ces entreprises. Ce qui est important, c'est d'aller vite, de réduire les coûts, de générer du business et d'attirer les meilleurs talents. Et c'est ce que vous offre aujourd'hui Casa Finance City. Nous avons mis en place une proposition de valeur basée sur des benchmarks internationaux. Et donc, quand vous êtes à CFC, vous avez un certain nombre d'incentives. Donc, il y a toute la partie environnement des affaires, doing business, qui est facilitée. Donc, quand vous êtes à CFC, vous pouvez créer une entité rapidement. Vous pouvez également embaucher autant d'étrangers que vous le souhaitez sans aucune restriction. Et même les procédures sont facilitées. En termes de change aussi, de facilité, on va dire capital flows, donc facilité de change, vous pouvez gérer en fait entièrement, vous avez la totale liberté de gérer vos avoirs en devises. Voilà, donc vous avez également un cadre fiscal qui est attractif. Et comme on sait que la sécurité judiciaire est très importante, on a lancé ce qu'on appelle le CIMAC, le Centre international de médiation et d'arbitrage de Casablanca, dont l'objectif est de s'occuper des litiges africains. Il est aujourd'hui composé d'arbitres de renom international et c'est un organe indépendant aujourd'hui.
Et ça, c'est juste la partie doing business, mais on a d'autres piliers. Je parlerai du deuxième pilier qu'on appelle l'intelligence collective de la communauté ou community intelligence. De quoi s'agit-il? J'en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, on a plus de 200 membres qui tous opèrent à partir de Casablanca sur plus de 50 pays africains. Et donc, ils aussi s'échangent les meilleures pratiques, il y a des synergies entre ces membres, et donc il y a un vrai effet réseau, un esprit de corps entre ces membres et un véritable concentré d'intelligence collective sur l'Afrique. Abordons la question du genre. En dépit de leur place croissante dans la vie économique et publique de la majorité des pays, les femmes sont encore largement minoritaires dans les hautes instances de décision. Vous en êtes une exception. Comment parvenir à plus de représentativité des femmes dans les grandes instances de décision en Afrique? Merci pour cette question. Alors, pour améliorer la représentativité des femmes dans les instances dirigeantes, il faut en fait une approche multidimensionnelle. La première chose, et cela a été étayé par un certain nombre de rapports internationaux, c'est l'engagement volontaire des patrons, l'engagement volontaire du CEO. Parce que s'il n'y a pas au plus haut niveau une volonté, ben ça sert à rien, on pédale dans le vide. Donc ça, c'est la première chose. Et nous, en fait, bon, il se trouve que j'ai créé en fait avec un noyau dur de dirigeantes marocaines un réseau, une association qui s'appelle We4She et qui est elle-même une émanation du Africa CEO Forum, qui est un espace d'échange dédié aux dirigeants africains et qui comprend aujourd'hui les plus grandes entreprises africaines. Et dans ce réseau, nous avons lancé ce qu'on appelle la charte du genre, qui justement permet d'encourager ces dirigeants à faire le pas et à s'améliorer en fait sur le genre. Cette charte, elle a été en fait développée par le Africa CEO Forum. C'est la première de ce genre en Afrique et elle a été signée par un certain nombre de leaders à la fois marocains et africains parce que c'est une charte panafricaine. Elle comporte 4 axes. Qui sont la mixité dans le comité exécutif, la mixité dans le conseil d'administration, l'équité de rémunération et la mixité dans le recrutement. Et quand une entreprise signe cette charte, elle s'engage à s'améliorer sur ces 4 axes. Ensuite, je parlais d'une approche multidimensionnelle parce que l'engagement volontaire du patron, c'est bien, mais ce n'est évidemment pas suffisant. On sait tous que dans nos pays, il y a il y a des biais, des stéréotypes, un inconscient collectif qui est lourd et qui fait que il y a pas mal de situations où on se retrouve avec des biais du genre. Et pour cela, en fait, il faut un travail de longue haleine. Hein, ça commence tout petit. C'est en fait c'est l'histoire de l'éducation aussi. Mais nous, en tout cas, dans We4She, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé 4 vidéos dont l'objectif est de sensibiliser en fait la société civile. Ce sont en fait des capsules vidéo qui sont très légères sur un ton humoristique et qui ne visent à stigmatiser personne, hein, parce qu'en réalité nous sommes tous biaisés, à la fois les femmes et les hommes. Même les femmes ont leurs propres croyances limitantes et donc on a mis en scène un certain nombre de situations qui permettent de montrer qu'on est très biaisés tous. Et cela pour en fait élever le niveau de conscience. Il y a d'autres manières hein, d'améliorer la représentativité des femmes dans le monde de l'entreprise. Il y a ce qu'on appelle le sponsorship. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre qui s'appelle Forget a Mentor, Find a Sponsor, et qui dit que, en fait, les femmes sont beaucoup plus mentorées que les hommes, mais beaucoup moins sponsorisées que les femmes. Et là, le sponsorship, il est défini comme étant en fait, le sponsor, c'est quelqu'un qui va vous ouvrir les portes, qui va vous ouvrir son carnet d'adresses et qui va appeler pour vous pour dire voilà cette personne, vous pouvez la mettre dans tel ou tel conseil d'administration. Exactement. Et là, les femmes ont encore besoin d'apprendre à être sponsorisées. D'après les études, les hommes le font déjà, en tout cas beaucoup plus que les femmes. Et puis enfin, il y a également la constitution du vivier de femmes dirigeantes. Ça aussi, il faut qu'on constitue le vivier de femmes dirigeantes. Comme vous savez, il y a eu un certain nombre de lois. Typiquement au Maroc, il y a eu une loi qui a instauré les quotas dans les conseils d'administration des entreprises faisant appel public à l'épargne. Et donc, il y a un quota qui est de 30%, puis de 40% au niveau du genre. Et pour cela, il faut
constituer le vivier de femmes dirigeantes. Et il faut ensuite qu'il y ait un effet de ruissellement sur les autres strates de l'organisation. Madame Lamia Merzouki, merci d'avoir été l'invitée d'Africa 24. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview d'Africa 24.